Bonsoir à tous et bienvenue à Châteaubriand pour suivre avec nous la suite de cette Promotion Cup de bowling. Vous avez pu suivre en notre compagnie le premier match de simple qui a donc été remporté par le néerlandais Phil Hulst. Et nous allons à présent suivre la compétition de double en compagnie de Bernard Morat. Bernard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, écoutez, on va se régaler sans doute. Il y a 4 épreuves au programme de cette Promotion Cup, puisque se disputeront également une autre épreuve par équipe, le Team Challenge, et enfin le Masters, qui est une épreuve individuelle. Ce sera à la Mézières. Alors, le bowling de Châteaubriand, c'est un bowling municipal. Il y a 6 pistes. Il est très coquet, très bien entretenu et facile pour les spectateurs. Il y a un balcon en plus qui permet d'avoir une excellente vue sur les pistes. Il est vraiment taillé pour le spectacle. Alors vous voyez ici défiler le nom des protagonistes de ce tournoi par équipe avec Sergei Andreev, Bruno Bidon, Phil Hulst, Peter Knopp, Victor Krasakvin, Jonathan Lefebvre, Matt Miller que l'on a vu en simple et Mike Query, autre britannique. Alors c'est parti pour ce quart de finale avec le français Bruno Bidon. Nous rejoignons la partie alors que nous en sommes déjà à la 3e frame. Il a presque réussi ce que l'on appelle un Brooklyn puisque sa boule a touché la quille numéro 1 sur la gauche. Mais c'est un 9. Mais une quille facile, enfin facile. Le Brooklyn étant le coup parfait. Le strike, non, le Brooklyn c'est un peu le strike crapuleux, c'est-à-dire qu'on arrive du mauvais côté, mais on réussit grâce à un bon brassage des quilles, on réussit quand même le strike, alors que le strike parfait, lui, pour un droitier, c'est l'entrée dans les quilles, légèrement sur la droite de la quille numéro 1, qui est la quille de tête. Et un joueur qui enverrait sa boule plein axe, ce ne serait pas considéré comme un bon coup. Non, plein axe, c'est rarement le strike, c'est même quasiment impossible. C'est souvent le split qui vous attend quand vous tapez plein axe. La différence entre les amateurs et les professionnels qui sont capables de donner de l'effet à leur boule. Ah, c'est sûr que les professionnels mettent beaucoup de temps, beaucoup d'heures de pratique pour arriver justement à toucher cette quille numéro 1 légèrement sur la droite. Alors voyons, sur Phil Hulst a gardé la touche magique qu'il avait en simple. Eh bien, ça n'est pas le cas. Il n'avait pas, à aucun moment, il n'a fait un coup de cette qualité-là lors de la finale du simple. Là, il n'a fait que 6 quilles sur sa première boule et ce n'est pas un split. Il s'est laissé la quille numéro 1 tant que la quille numéro 1 est en place. Ce n'est jamais un split. Le spare est aléatoire, là, hein, c'est pas sûr. Alors à Châteaubriand aussi, on a amené les enfants des écoles qui sont un excellent public et qui encouragent les joueurs sur tous les lancers, vous allez l'entendre. Alors, deuxième boule pour Phil Hulst. Eh oui, 6 et 3. C'est un trou. Alors, l'Allemand Peter Knopp, dont c'est la première participation à cette épreuve. Rappelons que c'est la 3e édition de cette Promotion Cup qui se dispute. Et Peter Knopp fait partie des joueurs qui n'avaient pas participé aux précédentes éditions. Absolument. Un joueur qui évolue pourtant au plus haut niveau dans l'équipe nationale allemande. Et c'est un joueur aussi qui a tenté à un moment donné sa chance parmi les professionnels américains. Voilà un Brooklyn, un strike Brooklyn. Il a touché la quille 1 sur la gauche et il a réussi le strike. Souvent on dit que c'est des strikes un peu crapuleux. Mais ça compte, l'essentiel, évidemment, c'est le résultat. Alors, Sergei Andreev. Qui est le partenaire de Bruno Bidon et qui joue avec des lunettes équipées d'œillères. Et qui est patronné par la banque Balalaïka. Si je lis bien les caractères cyrilliques. Oui, c'est bien fait. Celui-là, là, c'est un strike très orthodoxe. Vous voyez, il l'a bien mis... Est-ce qu'il y a une vitesse idéale pour réaliser un strike? Eh bien,
La plupart du temps, c'est 25, 26 à l'heure. Mais il y a des gens qui réussissent à 30 et il y en a aussi qui réussissent à moins, à 22. Vous savez, en fait, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de coup parfait. Non, chacun a sa méthode, a plus ou moins de courbes, utilise des boules plus ou moins lourdes. Le maximum étant 16 livres, mais la plupart du temps, les gens jouent avec des boules de 15 livres. Là, magnifique le strike de Bruno Vidal. Les enfants des élèves, les élèves des écoles apprécient. Joli. Alors, c'est Phil Hulst maintenant qui a, tout à l'heure on l'a vu faire 6 et 3, son partenaire Knopf a fait strike. Alors, est-ce que au niveau professionnel, on joue souvent par équipe ou est-ce que c'est... La plupart du temps, les professionnels, ce sont des matchs individuels à la rigueur en doublette. Il y a quand même de temps en temps des compétitions en trio, mais c'est beaucoup plus rare. Parce qu'on s'est aperçu qu'au départ, le bowling, c'était surtout les équipes de 5. Mais les équipes de 5, c'est trop long, ça lasse le public. C'est parfait pour les joueurs. Pour les joueurs, c'est parfait. Et le bowling, c'est surtout un sport de pratiquants. Il n'y a quasiment pas de sportifs de gradin, contrairement au football et autres, dans le bowling. Les joueurs de bowling sont les spectateurs, la plupart du temps, sont donc des les gens règles qui jouent. sont adaptées Oui. aux joueurs plutôt qu'aux spectateurs qui ne sont pas toujours au rendez-vous, à part peut-être aux États-Unis. Ah, une belle-mère. Alors 2 quilles l'une derrière l'autre, c'est la belle-mère. Les professionnels ne ratent jamais ce coup, mais chez les amateurs, des fois, il y a des surprises. Quelle est la difficulté de ce coup? Oh là, il faut arriver pour un droitier légèrement sur la droite, parce que si vous arrivez trop plein sur la quille devant, la boule va ricocher et s'en aller vers la droite, et la quille de l'autre va s'en aller vers la gauche, et celle qui est derrière et qui est embusquée, la belle-mère qui est derrière, elle va rester en place. C'est un commentateur québécois qui avait... Sur une belle-mère comme ça, la personne qui jouait avait juste réussi à faire tomber avec beaucoup d'effet la quille de derrière. Il avait laissé celle de devant. Il dit « Ah, il a eu la belle-mère, mais il s'est laissé le beau-père. » Ah, là, il a réussi. C'est bien réussi. C'est parfait. Il nous a fait voir comment il fallait faire. Alors, je ne sais pas où en est le score dans cette partie de double. Assez peu d'affichage à l'écran pour nous permettre d'avoir des repères. Là, c'est Knopf qui est le partenaire de Hulst. Oh, elle est partie trop à droite et elle n'est pas suffisamment revenue, cette boule. Ils ont du mal à trouver leur ligne de jeu. C'est pourtant pas les boules qui manquent, hein, vous voyez. Ils ne sont pas venus avec leurs boules personnelles ici. Ah si. Elles sont absolument toutes personnelles. Certains sont venus avec 5 voire 6 boules. Ah oui. Ah oui. Qui choisissent en fonction du coup à jouer alors. Exactement, du matériel qu'on rencontre, de l'état des pistes, de la longueur du village. Il y a tellement de choses, vous savez. Eh bien, dites donc, ça fait encore un trou pour l'équipe Hulst-Knopf. Là, ils sont mal, hein. Ils sont très mal. Alors, Andreev. Ah, voici les scores. Alors, 60 provisoirement contre 91. Et un strike. Ça fait un triplé pour l'équipe. Alors, 120 pour Bidon Andreev, qui ont pris déjà une nette avance dans ce match. Ah oui, ils sont... sur un triplé. En plus, ils n'ont pas fait d'erreur, alors que les autres, en même temps, ont déjà 2 erreurs. Là, on ne se dirige pas vers un match serré, mais plutôt vers une victoire assez nette, a priori. Oh, c'est raté complètement. Beaucoup d'amplitude dans le geste, mais ça n'a pas suffi. Oui. La boule a pris tout à fait trop de courbes. Souvent, ce genre de mésaventure vous arrive quand vous tenez, pour une raison quelconque, pas votre boule suffisamment dans la main et qu'on dit la boule elle est partie avant que je la lâche.
voyez, elle vous a un peu échappé des mains. Alors 135 à 91, déjà 40 points d'écart entre les deux équipes. Et là, ça va être difficile pour lui Ah oui, c'est difficile, le coup de 5. de réussir le c'est spare. très difficile, oui. Par la gauche, j'imagine. Hein. Remarquablement bien joué. Ouais. Remarquablement bien joué. On dit dans ces cas-là qu'on est plus adroit sur la deuxième boule que sur la première. Alors on essaye de jouer la deuxième avant la première, mais vraiment on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais. Ouais. Alors Hulst, qui va jouer cette 7e frame, alors que son adversaire a fait 7 et 2 sur la frame précédente. Il est pas bien. Et non, oh là là c'est un split. Il reste 4 quilles. Un coup mal joué. Et voilà les enfants des écoles qui s'en vont, vous voyez, qui ont été rappelés. C'est l'heure des cours. Et dommage pour l'ambiance. Il faut dire que dans la durée réelle, ce genre de match par équipe peut être assez long quand même. Absolument. Ah oui, pour arriver à faire simplement ce qui passe à la télévision, le montage, il a fallu des heures et des heures pour arriver à filmer tout ça. Surtout quand il n'y a pas que des strikes, comme c'est le cas ici. Il était quasiment impossible d'avoir la dernière, si. Oh, ça aurait pu, mais un rebond favorable, mais voilà, faut trouver le rebond favorable. C'est une histoire de chance, souvent. Est-ce que les joueurs professionnels travaillent précisément sur des schémas de quilles restantes? Non, ils travaillent surtout sur la précision du lancer de façon à faire au moins 9 sur le coup. Oh, avec mollesse, mais bon. Celui-là, il compte. Un strike pour Knopp dans cette 8e frame. Et on retrouve Andreev. Et ces fameuses lunettes équipées d'œillères. Qui permet de rester parfaitement concentré, c'est une chose sur l'allée. Oui, c'est soi-disant. Dans le début du bowling en France, quand les bowling civils ont ouvert dans les années 60-62, c'était très prisé ce genre de lunettes avec œillères. Mais là, non, quasiment plus personne ne joue comme ça. Avec des verres légèrement fumés, peut-être pour mieux apprécier les contrastes ou oui. Je ne sais pas. On voit ça dans certains sports, dans le golf par exemple. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'était un. Alors 50 points d'écart. Ouais, 50 points à présent, alors qu'il ne reste plus que 2 frames, un peu plus de 2 frames à jouer. Autant dire que les carottes sont cuites pour exactement, oui. notre Russe et le Français Bruno Bidon. Mais non, en leur faveur, pardon. Oui, en leur faveur. C'est plutôt eux pour Phil Hulst et Peter Knopp, jouer contre Krasavskin et Miller, le Russe et l'Anglais. Le voici Bidon. Et Brooklyn encore. Bon soutien pour son équipe, ça malheureusement marche, ça ne sera pas suffisant. À Châteaubriand, on voit beaucoup de Brooklyn, je trouve. Depuis le début de ce reportage, ici à Châteaubriand, c'est au moins le 4e strike obtenu en passant du mauvais côté. Alors on peut toujours se consulter sur la stratégie. La stratégie est assez simple. Il n'y en a pas vraiment, j'ai envie de dire, en équipe. L'essentiel étant de faire effectivement le maximum de strikes. Mais il ne faut pas se laisser déstabiliser ou contrarier par les mauvais résultats de son partenaire. C'est toute la difficulté du travail en équipe. Encore un split. Eh bien, dites donc, nous aurons assisté à 1, 2, 3, 4 trous. Assez étonnant par rapport à sa performance en individuel. Phil Hulst n'y est plus du tout. Lui qui a gagné haut la main à Vitré la veille. Peut-être une formule de jeu qui ne lui convient pas très bien.
Peut-être, oui. Tout, en individuel, effectivement, il a fait 3 fois plus de 220, mais là, il est tout à fait mal. Alors, monsieur Knopp, 10e frame. Oui, c'est bien tapé, mais il en reste une. Numéro 10. Qui a un nom? Pour la qui numéro 10, on dit que c'est le gendarme. Le gendarme. On dit que c'est le gendarme. Oh il arrête. Il passe à côté, Knopp. 137. 137, score final pour cette équipe qui n'accédera pas à la demi-finale. Ah non, non, il est très mal. Alors que le festival continue pour Andreev avec un strike. Et encore de la place pour 2, ce qui nous fait un total de 220. Ah oui, un écart. Ah oui, impressionnant. Impressionnant. Hein. Okay. Non, là, il n'y a pas eu de match. Ils sont carrément effondrés. Avec peut-être plus de 80 points d'écart entre les deux équipes. Et voilà, c'est réglé. Alors, encore une, la dernière. Puisqu'il avait réussi, évidemment, vous avez bien compris à présent le principe, il avait réussi un strike sur sa première boule. Il a donc droit à 2 boules supplémentaires qui compteront dans le score, avec un potentiel de 30 points sur cette 10e frame. Et ce sera 29 points, donc un total de 219 pour Bidon Andreev face à Knopp Hulst. On les retrouve tout de suite pour la demi-finale. Demi-finale de cette compétition de double de la Bowling Promotion Cup ici à Châteaubriand. Et nous allons à présent retrouver dans cette demi-finale les vainqueurs du quart de finale, bien sûr, Sergei Andreev, le russe, et le français Bruno Bidon, qui sont opposés cette fois à un autre russe, Viktor Grasavkin, et à l'anglais Matt Miller, que nous avions découvert dans l'épreuve individuelle où il s'était assez nettement incliné face à Phil Hulst. Et c'est Grasavkin que nous avons vu ici dans la frame numéro 1, puisque nous prenons le match à son entame avec un strike. Et un très beau strike, très autoritaire. Alors son compatriote. Et un très bon début de match pour la paire, pour les deux Russes, pardon, parce qu'ils ne font pas partie de la même équipe. Alors le partenaire d'Andreev, c'est Bidon. Bruno Bidon. Bruno Bidon qui avait remporté l'épreuve de double, rappelons-le, ces 2 dernières années, en 2010 et 2011, et qui participe donc pour la 3e fois à cette Promotion Cup. Et qui réussit encore un Brooklyn. Ah, c'est extraordinaire ça. J'en ai jamais tant vu dans une compétition de bowling. Peut-être en train d'inventer un nouveau style, un peu comme le Fosbury en saut en hauteur. Hein. Pourquoi pas? Une nouvelle manière de réaliser des strikes. J'imagine que les scientifiques ont dû se pencher sur ce sport. Il y a certainement des études intéressantes à faire au niveau de la balistique. Oui, oui. Je leur souhaite bien du plaisir parce qu'il y a tellement d'impondérables que... Ah, mais maintenant, difficile. Avec la modélisation par ordinateur, etc. Sûr, oui, c'est sûr. Madame Grasavkin, que vous apercevez ici à droite de votre écran. Alors, nous sommes dans la frame numéro 2. Pour l'instant, égalité, puisqu'il y a eu 4 strikes réalisés. Oui. On n'a vu que ça. Ah, premier raté. Avec la quille numéro 6 qui est restée en place.
pas l'erreur. Alors c'est l'autre Russe que nous allons voir maintenant. Et s'il en place un, ça sera le Turkey, le dindon. Le bowling est bien développé en Russie? Russie, il y a 25 bowling rien qu'à Moscou. Mais ça, c'est parce que ça a démarré brusquement. Vous savez, pendant très longtemps, il n'y en a eu qu'un. Et quand les Russes ont commencé à pouvoir faire du commerce librement, il s'en est monté un peu dans tous les coins. Et pour l'instant, ça marche fort. Un strike pour Andreev. C'est un triplé pour l'équipe Bidon-Andreev. Et c'est le Français que l'on retrouve pour la 4e frame. Qui a un style particulier un peu heurté, qui n'a pas la fluidité que peuvent avoir les autres joueurs comme le Russe ou comme Phil Hulst. Il ne libère, on a l'impression qu'il ne libère son énergie vraiment que à la fin de son geste. À la fin, oui, il force un peu, dirons-nous. Mais toutes les techniques sont valables. Alors, il reste 2 quilles. Alors, pour le spare à présent. Oui. Voilà qui est fait. Et bien fait. Mais écoutez, pour l'instant, il y a 10 points d'écart entre les deux équipes. Hein. Oui, rien de significatif. Il n'y a rien de fait là. Hein. Alors, Matt Miller, vainqueur de l'épreuve de simple l'année dernière. Et finaliste de la Coupe du Monde Kubica AMF en 2010 à Toulon, où il avait été battu par un Canadien en finale. Alors lui aussi a un style très particulier parce que la boule part de gauche à droite et elle prend ensuite un effet de droite à gauche. Elle part un peu en zigzag. Mais il obtient de très bons résultats de cette manière. C'est le jeu en contre-piste, mais alors là, pour faire la quille numéro 10, il ne faut surtout pas qu'il joue comme ça. Pas trop financé. Il faut qu'il la joue bien droite et c'est ce qu'il va faire. Vous voyez, la boule ne prend absolument pas d'effet tel qu'il l'a lâché. Il était directement dessus. Vous voyez, 10 points d'écart entre les deux équipes à mi-parcours, c'est pas beaucoup. Ah, on repart à la frame numéro 8. Oui, on fait un petit bond en avant. On passe directement de la 4 à la 8e frame avec Bruno Bidon. Elle avait une curieuse trajectoire, cette boule. Alors ça, c'est semblait manquer de vitesse également. Oui, c'est un baby, parce que quand il y a les quilles, en l'occurrence ici les quilles 2 et 7 qui restent sur le pin deck, on appelle ça un split, un baby. Mais en plus, il a la quille 8 qui est restée derrière en embuscade. Et les quilles 2 et 8 constituent la belle-mère. Alors on dit qu'il a un baby belle-mérisé. Là, c'est déjà... C'est très difficile à réussir. Voilà, il a fait le baby, mais il n'a pas fait la belle-mère. C'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il ne génère pas du tout de puissance par son corps et par son élan, mais que toute sa puissance vient du bras, vient du lancer à proprement parler. C'est le balancier. Il utilise la force d'inertie, il remonte son bras en arrière assez haut et il laisse redescendre sans forcer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande de faire parce que quand on force, on n'atteint pas toujours le point visé, alors que quand on est souple et qu'on ne donne pas de force avec le bras, on obtient plus facilement l'atteinte de la cible visée. Les cibles, en l'occurrence, ce sont les flèches qui sont dessinées sur la piste. Et qui servent de repère pour les Qui servent de repère, oui, absolument. Alors 24 points d'écart, attention, ça pourrait
Ça commence même, puisque nous en sommes à la 8e frame. Ça va devenir un écart conséquent qu'il va être difficile de combler. Ouais. Grazavkin qui laisse la quille numéro 5. Qui porte un nom, elle aussi. La quille numéro 5, on appelle ça, excusez-moi, on appelle ça la quille du couillon. Ah. Parce qu'elle aurait toutes les chances de tomber. Et puis malheureusement, elle est restée en place parce que pour qu'il reste que la 5, la boule n'était pas si moche. Voilà, c'est un peu de la malchance. Voilà qui est fait. Le spare est assuré. Alors, Andreev, frame numéro 9, si j'ai bien compris. Ils sont quasiment à égalité. Là, la moindre erreur risque de se payer cash pour les joueurs. Oh. Encore une fois, la boule a touché la quille de tête sur la gauche. Encore une fois. Mais ils ont le choix. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 boules sur le remont de boule. 3 par personne. Alors. Oh, la coupure. Et grosse erreur ici d'Andreev. Alors que on va aborder la 10e frame. Ah, ça c'est un coup à se faire éliminer, ça. Et là, le silence s'est fait. Hein. La tension commence à être palpable dans le public. Bruno Bidon. Non. Le baby. Aïe, 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 aïe. C'est pas encore fait, ça. Hein. C'est un split. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on travaille précisément? Oh, on travaille la trajectoire. On travaille la trajectoire à savoir que on se place sur la piste soit à droite, soit au milieu, soit à gauche, et on cherche à avoir la trajectoire la plus efficace possible, toujours en faisant rentrer la boule. Il faut absolument que la boule touche la quille numéro 1 sur sa gauche. Et est-ce qu'il y a un travail physique quand on n'est pas dans un bowling à effectuer et qui favorise les performances? Pour ça, il faut avoir un bon professeur et une bonne vidéo. Parce que la vidéo, alors là, on voit tout de suite les erreurs que l'on peut faire. En attendant, la Bidon est mal. Là, ils ont terminé, ils ont 184. Ils ont quasiment perdu. Hein. Il suffit d'un spare pour l'équipe Grazavkin et Miller pour gagner. Hein. Miller. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de terrible, il en laisse 4. La 1, la 2, la 6 et la 10. 6 quilles seulement pour Miller ici. Ah, il faut absolument le spare, sans ça ils ont perdu. Hein. Oh, le cadeau. Oui, ça va se jouer sur les dernières boules dans cette demi-finale. Avec avantage pour l'instant pour la paire Bidon-Andreev. Oh, et il en reste une. Manque de chance. C'était bien joué, mais ça fait que 174. Voilà. C'est donc gagné pour Bidon-Andreev qui disputeront la finale de ce double.
Nous sommes toujours à Châteaubriand pour ce double de la Promotion Cup après avoir remporté leur quart de finale avec une avance de 82 points. Bruno Bidon et Sergei Andreev se sont imposés avec 10 points d'avance face à Matt Miller et Viktor Grazavkin pour se hisser en finale. Et ils ont à présent donc pour adversaire le Français Jonathan Lefebvre et l'Anglais Mike Query. Et c'est Bruno Bidon que nous retrouvons ici dans la deuxième frame. Et qui a encore réussi un strike en Brooklyn. Curieux. Alors, on le connaît bien à présent, Sergei Andreev, le partenaire du Français. Partenaire très solide. Alors pour l'instant, c'est l'équipe adverse qui mène, Lefebvre et Query, qui mènent avec 11 points d'avance après la première frame. Alors une seule quille encore en place, la numéro 8. En principe, ça ne devrait pas poser de difficultés. Oh, un peu peur pour lui quand même. Oui, oui, c'était un peu Elle venait juste. de loin. Il n'y avait rien de trop. Alors Query, Mike Query, première participation également pour l'Anglais à cette Promotion Cup de bowling. Et qui joue là, je crois qu'on le voit lors de la troisième frame. Qui, rappelons-le, avait réalisé le meilleur score des 3 matchs de qualification. Bien vu. Avec une apparente facilité, beaucoup d'aisance et de fluidité dans ce geste. Et voici le Français, Lefebvre. Qui était vraiment un passionné du bowling. Il s'est beaucoup investi dans le bowling. C'est un fanatique des reportages sur Internet. Il est au courant de tous les sites qui peuvent nous faire voir des joueurs en action. Alors qu'est-ce qu'il faisait là avant de s'emparer de sa boule? On l'a vu avec une sorte de chiffon. Oui, il essuyait sa boule parce que sur la piste il y a de l'huile jusque sur 40 pieds. Et donc des fois il y a des traces d'huile sur la boule. Alors, mais là ça n'était pas sa boule, c'était juste dans la main. Il avait pris peut-être pour s'assouplir les doigts. Alors oui, c'est pour avoir un bon grip, c'est une espèce de gymnastique. Et c'est aussi souvent... Ah oui, non, c'est un petit sac de résine. C'est pour avoir les doigts bien secs et bien tenir sa boule. Oui. C'est un sèchement en quelque sorte. Ça, c'est pas facile à faire. Magnifique. Ça, c'est spectaculaire. Superbe de Jonathan Lefebvre, alors qu'il restait 5 quilles ici dans cette frame numéro 4. Alors, son compatriote. Bruno Bidon. À 2 gabarits complètement différents entre Lefebvre et son partenaire Mike Query. Il doit bien lui rendre 30 ou 40 kilos. C'est bien possible, oui. Mais encore une fois, là, grand, petit, mince ou plus enrobé, il n'y a pas de vérité. Oh là là, ça c'est raté. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, c'est ce qu'on appelle... Alors la boule a gardé la trajectoire, elle n'avait pas d'effet en fait. Elle n'a pas d'effet, elle était mal tirée, elle était mal lancée. C'est ce qu'on appelle, cette figure s'appelle le bucket, le seau. Et c'est piégeux. Parce qu'il faut vraiment toucher très fort la quille qui est devant en plein, vous savez. Il ne faut pas la prendre sur le côté, il faut vraiment la taper en plein pour réussir à faire tout tomber.
Alors par rapport à ce que vous disiez, effectivement, la piste est huilée pendant à peu près les 2 40, tiers de, oui. de sa longueur, De sa longueur, oui. sur 40 pieds sur 60, effectivement. Exactement. Et après, ce qui explique que la boule prenne une trajectoire et de l'effet, c'est qu'elle n'est plus huilée, ou en tout cas moins. Dès Donc qu'elle il y a arrive davantage sur de la partie grip. sèche. Et là, elle peut, au lieu de tourner, elle se met vraiment à rouler. À rouler, à prendre des tours et à basculer. Andreev. Joli. Pour l'instant, hein, c'est très... Un strike dans la 5e frame pour le Russe. Les deux équipes sont quasiment à égalité, là. Alors, on retrouve Quarry. Alors, regardez bien ce style avec un geste très simple. Assez peu d'amplitude, avec une impression de grande facilité dans son geste. Mais il a un bon crochet final. Ouais. Hein. Il a juste ce qu'il faut. Un strike donc pour Quarry. Lefebvre pour la 6e frame. Voilà qui numéro 9 qui reste en place. On remarque sur ce coup, on a eu l'impression que la boule était vite sur la piste. Oui, il l'a posé très près de... Oui, il l'a posé très près. Très près de la ligne de faute, oui. Là aussi, il y a différentes techniques. Hein. Il faut poser loin, il faut poser près, et puis ça dépend des jours. Il y a des jours, il faut poser loin, d'autres jours, il faut poser plus près. C'est très... Et ça évolue sans cesse. Et les conditions évoluent sans cesse. Est-ce qu'il y a des modes dans le style? Est-ce qu'à différentes époques, il y a eu des écoles d'une certaine manière? Oui, je me rappelle, il y avait une école où le long de la ligne de faune, on mettait une serviette. Vous savez, et donc la boule devait automatiquement tomber plus loin que la serviette, c'est-à-dire au moins 10 cm plus loin que la ligne de faute. Mais ça... Et c'est passé. Oh, tout est valable. Comme dans beaucoup de sports, il suffit qu'un grand champion émerge avec un style particulier pour qu'il y ait un effet d'imitation et qu'on se dise « Ah bah c'est comme ça qu'il faut faire puisque ça lui réussit ». En ce moment, il y a un Finlandais et un Australien qui lancent leur boule à 2 mains. Ah oui, ce qui est autorisé. Ah bien sûr, bien sûr. Comme les petits-enfants, vous voyez, ils la lancent à 2 mains et ils sont réputés au plan international. Alors, Bidon pour le spare. Et ils sont dominés pour l'instant par Lefebvre et Quarry qui mènent de 15 points. Eurosport 2. Suite et fin de cette finale de double après les 6 premières frames. Eh bien, c'est la paire composée de Jonathan Lefebvre et Mike Quarry qui menait de 15 points. Et donc, nous entamons à présent la 7e frame avec le Russe Andreev qui débute très mal cette frame avec seulement 5 quilles. Et ce n'est pas un split. C'est faisable, mais c'est difficile. Il faut passer dans le trou et autant que possible toucher la quille numéro 1 sur sa gauche. Ah. Il en restera une, la 4. Et ça n'est pas le moment alors que le Russe et son
partenaires anglais sont menés. Le russe et le français, pardon, puisque Andreev est associé bien sûr à Bruno Bidon. Bidon, oui, oui. Qui joue également pour Monaco. Et qui attend comment que la fédération monégasque de bowling soit créée. Parce que maintenant, il y a un bowling de 8 pistes à Monaco. Mike Quarry, impeccable. Un strike. Alors là, ils ont une sérieuse avance maintenant. Jonathan Lefebvre. Toujours très méticuleux dans sa préparation, dans sa routine, comme il y en a dans tous les sports. C'est important pour se conditionner avant de réaliser le coup, d'exécuter le coup. Retrouver des automatismes. Le gendarme reste en place. Toujours son petit sac à base de résine pour bien se sécher les mains. Plutôt que du talc. Ça, le talc, c'est... Comme c'est fait dans d'autres disciplines. Oui, mais là, c'est prohibé en bowling parce que si jamais il en tombe un peu par terre et que vous marchez dedans, vous pouvez glisser. Ah. Voilà, effectivement, l'explication. Ouais, ça, le talc, c'est prohibé. Glisser, oui, ou plutôt chuter, oui. Eh oui, il y a des chutes. Hein. D'ailleurs, à un moment, mais il y a de ça longtemps, il y avait une équipe anglaise qui était réputée. Ils mettaient un peu de talc dans les œillets des chaussures. Et alors, le dernier joueur de l'équipe tapait du pied, alors vous voyez un peu, et oui. Le joueur de l'équipe adverse qui arrivait... c'est vicieux. Il avait droit à la chute. Tous les moyens sont bons. Ah, ça, les Anglais des Harry Steeler Racers. Je vous parle de choses qui se sont passées en 1962 ou 3. Mais ils l'ont fait une fois, ils ne l'ont pas fait 2 fois. Alors, la gendarme aussi pour Bruno. Ah oui, la gendarmerie qui est bien présente oui. Dans cette finale. Le gendarme des droitiers. C'est raté. Eh oui. Alors 2 trous de suite, là, je crois que c'est râpé. Oui, puisqu'on a là plus de 30 points d'écart à présent, oui. Alors que l'on est dans la 8e frame. Oui. Autant dire qu'il faudrait un miracle. Il ne faut plus que des strikes et puis il faut que les autres en fassent moins. C'est pas encore perdu, mais là, il ne faut plus que des strikes. Ah non, c'est encore un 9, là, c'est râpé, comme on dit, c'est l'équipe Jonathan Lefebvre et Macquarie qui va l'emporter. Après avoir survolé le quart de finale et s'être imposé en demi-finale, eh bien, ils vont chuter dans cette finale. Bruno Bidon et Sergei Andreev qui ne parviennent pas à prendre le meilleur face à la très solide paire Jonathan Lefebvre, Mike Quarry. Oui, j'espère. Avec un écart qui pourrait être important au final. L'anglais sur la frame numéro 9, on dit toujours qu'au bowling, les bons joueurs font strike à la 9 parce que un strike sur la frame numéro 9, ça peut vous rapporter 60 points. Si derrière, sur la frame 10, vous mettez un triplé, ça vous fait 60 points. Tout peut changer. Et Macquarie connaît bien son métier. Il a réussi le strike à la 9, donc maintenant, il n'y a plus de match. Alors l'ordre de jeu des joueurs dans l'équipe peut être déterminé en fonction de ça? Ils ont décidé au départ que Jonathan jouerait la première frame ou que Macquarie. Mais de manière à ce que Macquarie arrive à jouer la 9e. Voilà, c'est ça, parce que c'est important
que celui qui joue la 10e frame sur la 9e, c'est bien, mais la 10e, c'est encore plus important parce que là, il y a de la possibilité pour faire 3 strikes. Alors, on a fait confiance aux Français pour ça, mais non, c'est le combo de droite. C'est pas facile. Ils peuvent atteindre les 200. S'il fait spare et strike, ici, l'équipe Lefebvre-Quarry peut atteindre les 200 points. Est-ce que les joueurs peuvent indifféremment donner un effet de gauche à droite ou de droite à gauche? Bien sûr, hein, c'est une histoire de position de main et d'impulsion avec le poignet. Il a réussi. Alors il y a de la place encore pour un strike, ça nous ferait 200 et c'est gagné. Et 2500 € de prix au premier. Ouais, toujours avec ce style heurté de Bruno Bidon, mais efficace. C'est encore un 9. Hein. Un 9. Mais maximum maintenant avec spare et strike, ça peut faire que 157. Ils ont 40 points de retard, nos amis. Et pour sa première participation à ce genre de compétition, Jonathan Lefebvre et McCurry auront remporté une belle victoire. Lefebvre dans la 10e frame. Ah, elle n'est pas suffisamment revenue cette boule. 197 au total. Bidon pour le spare. Encore une boule pour Bruno Bidon. Ici, voilà, qui va déterminer le score final de cette partie, mais l'issue ne fait plus de doute depuis plusieurs frames. Et c'est bien McQuarrie et Jonathan Lefebvre qui s'imposent avec un score final de 197 points contre 156 pour Bruno Bidon et Andreev. Victoire donc de McQuarrie et de Jonathan Lefebvre. On se retrouvera pour la suite de cette Promotion Cup avec encore 2 épreuves qui étaient au programme. Le Team Challenge, une épreuve par équipe, et le Masters, une épreuve individuelle. Merci à vous. À bientôt.